Bonjour à tous, merci d'être si nombreux, parce que toutes les chaises sont prises quasiment, c'est un beau succès. Et en fait, je suis là pour vous présenter la PXM FS7, qu'on nous appellerons FS7 pour plus de commodité, comme nous appelons F5, F55, les PMW, F5, F55, on va utiliser les raccourcis, ce sera plus simple, ça donne un petit nom un peu plus sympathique. Donc voilà, ce produit a été lancé à l'IBC de cette année, il y a un mois, pour la première fois. Voilà, le secret a été assez bien gardé, assez bien. Et cette nouvelle caméra, on va parler d'une caméra, cette nouvelle caméra a pour vraiment vocation de faire une proposition très originale sur son ergonomie en monture E pour vraiment répondre à un besoin de tournage standalone, comme disent les Anglais, c'est-à-dire de type INJ, avec une caméra très très légère à l'épaule et très très bien adaptée à un usage de caméraman seul. Donc un design très original, ça je crois que c'est le maître mot de cette caméra, avec une poignée télescopique. Pour la première fois, il y a la poignée avec le produit, avec la caméra. Anciennement, on avait des semelles, il fallait rajouter toute une accessoirisation. Là, c'est livré avec la caméra, la poignée et le viseur. Tout ça faisant un ensemble compact qui tient à l'épaule de façon très très bien équilibrée et très très léger. C'est une caméra dont le corps seul fait 2,8 kg. Alors pourquoi est-ce que ce genre de configuration, on estime que ça répond bien aux besoins? Alors d'une part parce que avant nous, certains de nos confrères ont lancé la mode du grand capteur sur les appareils photo. On a vu le succès des 5D de chez Canon et puis du C300. Et on a vu aussi que le succès des F5, F55, plutôt dans la production de fiction, de cinéma, etc., avait rencontré vraiment le bon croisement entre l'économie, un produit bien équilibré côté économique, et la qualité d'un capteur exceptionnel, un capteur 4K exceptionnel dans cette offre-là. Il nous manquait chez Sony, la réponse aux opérateurs qui veulent investir eux-mêmes dans un produit, parce que pour moins de 10 000 €, vous avez une caméra, un viseur et une optique, 9 700 € je crois, prix. Donc pour moins de 10 000 €, vous avez une configuration complète, vous pouvez mettre dans un sac, vous avez 4 heures d'autonomie avec une petite batterie et 6 heures d'autonomie avec la batterie BPLU 90, donc la BPLU 60, 4 heures d'autonomie, BPLU 90, 6 heures d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez partir avec votre petit sac, un produit qui fait moins de 5 kg dans le sac, et vous pouvez tourner des images en 4K. C'est ça l'offre de Sony. Un vrai capteur 4K, des vrais codecs XAVC qui permettent d'enregistrer du 4K. Alors on dit 4K, mais en réalité il faudrait parler plutôt de ultra haute définition, puisqu'en réalité là, dans la version de lancement, elle ne fera que du 16/9 dans un premier temps. La version 17/9 arrivera par upgrade soft un petit peu plus tard gratuitement. Pour l'instant, ce sera plutôt de la ultra haute définition, du 3840 points horizontal par 2160, et la version 17/9 en 4096 par 2160 arrivera un peu plus tard. Donc le design très original et un objectif de répondre à toutes les situations de tournage, ce qui explique son côté un peu arrondi, ce qui permet de la mettre très proche du corps. On n'a pas d'angle qui blesse ou qui pourrait mettre dans une position inconfortable quand on doit tenir des tournages pendant assez longtemps. C'est très important qu'on puisse faire corps avec sa caméra sans que ça blesse ou qu'on ait mal, qu'on soit dans une situation d'inconfort. Donc le confort a été le maître mot pour le design de cette caméra. Le poids, on a fait la chasse au poids, on a enlevé tout ce qui pouvait peser. Et qu'est-ce qui pèse dans une caméra? C'est à la fois sa coque, les parties châssis, qui peuvent peser lourd, parce que pour avoir de la robustesse, faut mettre un petit peu de matière, et sinon ça casse. Ou alors, ce qu'il faut, c'est utiliser des composants métalliques très très robustes et très légers, comme le magnésium par exemple. On n'a pas hésité à mettre de la fonte de magnésium, qui est un composant extrêmement solide et en même temps ultra léger. Donc le corps, c'est seulement 2 kg. Quand on enlève le viseur, la batterie, la poignée, c'est vraiment quelque chose de ultra léger. Un autre problème technique assez infernal, c'est l'évacuation des calories.
Quand on parle de très haute définition, d'ultra haute définition ou de 4K, eh ben, il faut savoir qu'une image HD est déjà multipliée par 4 en nombre de pixels, et donc tous les calculs sont multipliés basiquement par 4. Quand on parle de compression associée, c'est pire, parce que ce sont des algorithmes encore plus complexes, ils sont 8 fois plus complexes que les algorithmes qu'on avait en HD, et donc du coup tous les calculs sont multipliés par 8. Si on fait le total, tout est multiplié par 16, non plus que je dis, 32, donc en fait il y a 32 fois plus de transistors que dans une caméra HD de même catégorie. Donc c'est absolument infernal, il faut évacuer toutes les calories qui sont produites par ces circuits, et là nous avons designé un nouveau composant, un système qui vient collecter toutes les calories de la caméra, de tous les composants de la caméra par convection, et qui ensuite les évacue par ventilation. Donc du coup, on va, par convection, par conduction, on collecte toutes les calories de la caméra, et par convection, avec un ventilateur, on les évacue. Donc du coup, il n'y a plus de flux d'air qui circule à l'intérieur de la caméra. Tous les composants majeurs, c'est un peu comme Apple a fait avec ses produits. Il a collé carrément les chipsets sur les châssis, ce qui fait que le châssis est chaud. C'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de le coller au châssis, nous l'avons collé à un collecteur et on évacue les calories. Évidemment, dans la bonne direction. L'air frais arrive côté de l'oreille de l'opérateur et est évacué de l'autre côté. Donc il n'y a pas d'entrée de poussière possible dans les circuits, puisque tout passe par un circuit complètement dirigé. Et donc, du coup, le ventilateur est beaucoup moins bruyant, puisqu'il n'y a pas de friction d'air à l'intérieur des cartes et des composants qui sifflerait et qui donne cet effet ventilateur un peu désagréable que l'on entend en bruit de fond. Donc ça, c'est une très très grande amélioration sur ce caméscope. La poignée. Alors ça a été une aventure en soi. C'est que ce caméscope, il faut qu'il puisse tenir à l'épaule, il faut qu'il tienne d'une seule main, puisque la main qui sert à l'optique doit être libre pour faire le point, le zoom, accéder au bouton de menu, etc. Donc il fallait pouvoir tout manipuler avec une seule main. Et là, Sony a étudié un Komodo, une poignée un peu spéciale. Et cette aventure-là, elle a commencé avec un tour du monde des ingénieurs de chez Sony, qui ont été visiter tous les grands pays qui produisent des images dans nos secteurs de production. Et les ingénieurs avaient emmené une centaine de poignées avec différentes ergonomies, différentes grippes de poignées prises en main. Et finalement, la poignée résultante, celle que nous faisons circuler, la poignée résultante, c'est le plus petit commun dénominateur de tout ce que les opérateurs ont aimé, et en intégrant toutes les fonctions qu'ils ont demandées. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce Komodo ? On va retrouver bien évidemment le start-stop, le zoom, on va retrouver 3 boutons d'assigne, et on va retrouver aussi un navigateur, un joystick navigateur au pouce pour pouvoir aller se balader dans les menus. Ce qui veut dire qu'avec une seule main, vous pouvez maîtriser la totalité des setups de votre caméra sans quitter l'œil du viseur. On peut aussi la prendre d'une seule main, hors d'épaule, ça tient, le grip de la poignée est suffisant pour pouvoir la tenir dans une seule main complètement hors d'épaule. Donc ça, c'était un peu le challenge. Vous nous direz si c'est réussi en la prenant vous-même dans votre main. Ceci dit, la poignée, le Komodo, est relié en format LANC. C'est un protocole de télécommande bien connu, LANC, qui existe depuis la nuit des temps. Donc ça laisse toute initiative des accessoiristes pour inventer la poignée que nous n'aurions pas encore inventée, la poignée idéale. À la quête de la poignée idéale, c'est encore possible, puisque de toute façon, elle n'est pas intégrée directement dans le caméscope, ça passe par un petit connecteur avec un petit fil, donc toutes les accessoirisations sont possibles avec cette caméra. C'est un produit 4K, donc vous avez un capteur qui fait un capteur qui est très proche de celui de la F5, issu des mêmes circuits de fabrication. Donc c'est un capteur qui est au format 17/9, qui fait bien ses 4096 par ses 2160. C'est une structure de Bayer, identique à celle des F5, F55. C'est la même partie de circuit que dans F5, F55, c'est-à-dire toute la première partie qui lie le capteur et qui le transforme en signaux RGB est identique. Et ensuite, ce sont des circuits spécifiques pour cette caméra qui consomment moins et qui ont été adaptés au rapport qualité-prix de la caméra. Donc il y a une divergence, mais après la débayerisation et après la transformation en RGB d'abord et YPRPB ensuite. Ensuite, il y a le circuit qui encode en XAVC et en MPEG-2 et est identique à ceux que l'on peut retrouver dans toutes nos gammes de produits qui sont compatibles aujourd'hui XAVC. Ce sont tous les produits qui s'appellent PX quelque chose. PXW,
Quand il y a le X, ça veut dire que c'est compatible avec les nouvelles générations de codecs XAVC. J'y reviendrai. Donc, même capteur que F5, bah, ça veut dire même sensibilité. Je suis bien en termes de timing. Non, parce que là, je les vois, ils y croient même pas. Là, ils y croient même pas. Donc, en termes de sensibilité, c'est la même chose que F5. Hein, c'est un capteur qui a une sensibilité de 2000 ISO. Ceux qui l'ont utilisé disent qu'on peut le pousser facilement à 3008 sans avoir un niveau de bruit handicapant pour ensuite la post-prod derrière. Donc, c'est un capteur qui encaisse pas mal en termes de sensibilité. 14 stops de dynamique, c'est énorme, mais c'est déjà ce qu'on faisait avec F5, F55 et avec F65. Donc on ne change pas les bonnes habitudes. On laisse un maximum de dynamic range sur la captation pour justement ne pas être coincé entre fromage et dessert, entre les blancs et les noirs, on ne sait jamais trop. Là, jusqu'à 2 stops devant et 3 stops derrière, si on fait une petite erreur, on peut compenser en post-production, il y a de la marge. Un rapport signal sur bruit extraordinaire, 57 dB. Sur ce genre de bande passante, c'est remarquable. Et la possibilité de faire jusqu'à 240 images par seconde en RAW. Donc ça en fait aussi une caméra qui permet de faire du ralenti. En RAW uniquement. J'y reviendrai parce que pour le RAW, il y a besoin d'avoir un accessoire arrière pour le faire fonctionner. Sinon, oui, effectivement. Sinon, avec les cartes XQD, qui sont les médias d'enregistrement de cette caméra, on peut quand même aller jusqu'à 180 images par seconde, ce qui n'est pas rien. Alors, en 25-50, ça fait plutôt du 150. Si vous êtes sur un standard 25-50, ce sera limité à 150. Si vous êtes sur un standard 30-60, ce sera 180. C'est une petite astuce. Ça dépend du format d'enregistrement que vous sélectionnez dans la caméra. Donc on dit jusqu'à 180, mais logiquement, dans nos contrées, c'est plutôt 150. Ah, c'est un vrai ralenti, oui, bien sûr. Si on prend une base de 25 images par seconde, ça fait du 6 fois, quoi. Ouais. L'originalité de ce produit par rapport à notre gamme F5, F55, c'est sa monture E, qui va lui permettre d'accéder au monde des optiques photo type tout ce qui est monture E et EF chez nos confrères de Canon, par exemple. Et avec des adaptateurs très simples déjà existants sur le marché, Metabone est très dynamique sur ce secteur-là, eh bien on va pouvoir adapter l'ensemble de toutes les montures alpha qui existaient dans ce secteur-là, ou alors les montures E existant déjà chez Zeiss, pardon, c'est pas très facile à dire, je le redis. Donc les montures existantes chez Zeiss en monture E vont pouvoir s'adapter très facilement. Et bien sûr, on va pouvoir avoir un système d'auto-iris contrôlé soit avec une motorisation, soit sur notre dernière génération d'optique G, manuellement, on aura la double possibilité. Petit ajout à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le Komodo, il y a aussi une molette qui va permettre de reprendre les iris motorisés des optiques type appareil photo. On va pouvoir aussi les reprendre en manuel. Alors, selon que l'iris fonctionne par pas, par stop, ou fonctionne linéairement, on aura les deux fonctionnalités sur cette caméra. Les G fonctionnent linéairement, les autres, c'est plutôt par pas. Oui, du 8e de pas. Donc ça dépend du design de l'optique. En termes de codec, on va pouvoir retrouver les codecs qui ont fait le succès des formats Sony. Donc le XDCAM HD422 qui devient maintenant le plus petit dénominateur commun en HD à tout le monde de la production, puisqu'on peut s'en servir de proxy pour la 4K, ou on peut s'en servir de format de production standard, pas cher, parce qu'évidemment il est supporté par toutes les plateformes actuelles, il est intégré partout, et il donne un résultat connu. C'est du 422 8 bits, c'est sa limite. À partir de là, on a développé une autre famille de codecs qui s'appelle le XAVC, et qui est décliné en deux types de codecs, des codecs intra, très haut de gamme pour être capable de rendre compte du maximum de la qualité du capteur. Ce sont des codecs toujours 422 10 bits, mais qui, eux, fonctionnent depuis la HD jusqu'à la 4K en passant par l'ultra haute définition, le quad full HD. Et donc, ils englobent l'ensemble de tous les besoins, production, post-production. Voilà. Avec 10 bits, on a vraiment de la latitude pour étalonner derrière. Les utilisateurs de XAVC, d'ailleurs, une fois qu'ils y ont goûté, en général, ont du mal à verser dans des workflows plus complexes type RAW, qui sont beaucoup plus lourds à gérer sur le terrain et beaucoup plus complexes à gérer en post-production. XAVC,
C'est un codec qui est aujourd'hui bien intégré dans l'ensemble des applications. Final Cut 10, 7 on oublie, c'est du passé. Final Cut Pro 10. Pour ceux qui n'aiment pas trop Final Cut Pro 10, il y a Adobe Premiere qui fait une belle percée là, avec une interface qui est vraiment très très intuitive. Je suis pas monteur, mais je m'y suis un peu exercé pour des problèmes pour vérifier la compatibilité. C'est quelque chose qui est complètement intégré dans Adobe, aussi bien en import qu'en export. Donc aujourd'hui, la dernière version d'Adobe fonctionne très bien. Et puis on a quand même la possibilité d'enregistrer en RAW, par l'intermédiaire d'un accessoire qui est exactement le même accessoire qu'on avait développé pour la FS700. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre FS700 qui était plutôt un DSLR avec une sortie, avec une option et une sortie RAW. Oui, avec diversement apprécié. J'entends des sourires, donc diversement apprécié. Néanmoins, on a gardé cet adaptateur avec la sortie RAW pour pouvoir y adapter la XSR5 qui est l'enregistreur RAW de la série F5. Et donc du coup, on va pouvoir prolonger ces investissements avec cette possibilité de faire du RAW au travers de cet équipement. Mais voilà, il va falloir un adaptateur en plus. Et puis ce n'est pas tout, cerise sur le gâteau, avec l'adaptateur, dont j'ai encore oublié la référence, mais ça va venir, j'ai une diapo. XDCR, voilà. XDCR, qui sera le... XDCA. J'ai du mal avec cette référence, excusez-moi. Donc avec cet adaptateur, on va avoir la possibilité donc de sortir en RAW, de genlocker, de mettre du timecode, mais en plus, à l'intérieur de cet adaptateur, on a un processeur qui va permettre de compresser aussi en ProRes. Ce sera uniquement pour de la HD et à terme du 2K, et ce sera uniquement du ProRes 4.2.2, en deux qualités, pour avoir deux débits bien évidemment. Le média. Alors on a décidé d'être homogène avec le choix économique qu'on a fait pour cette caméra. Cette caméra, moins de 10 000 € avec optique, il ne fallait pas non plus mettre des cartes trop chères pour la faire fonctionner, de façon à ce qu'on reste équilibré en termes d'investissement. Donc on a choisi la technologie XQD, qu'on avait déjà lancée comme média de secours pour les gammes de produits S-by-S, où des adaptateurs existent pour pouvoir utiliser ce média. Ce média a fait des progrès, on l'a lancé il y a 2 ans, et depuis 2 ans, nous flottons sur un petit nuage. Depuis 2 ans, eh bien, ça a progressé, et les débits qui étaient des débits relativement limités, eh bien maintenant permettent d'atteindre des débits comparables à ceux des cartes S-by-S de la 2e génération. Alors entre-temps, on a fait les S-by-S de 3e génération qui sont encore plus rapides, bien évidemment. Mais ces cartes XQD permettent quand même d'avoir des débits de 2,5 gigabits par seconde et donc de pouvoir assumer des débits d'enregistrement de 180 images secondes en 2K, ce qui est quand même pas mal. Ça permet d'avoir des très très beaux ralentis. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin du mariage ou... je ne veux pas vous communiquer à l'euro près, mais il y a un rapport 3 entre une S-by-S. Alors une S-by-S de 32 Go, ça doit coûter dans les 400 €. Ceux qui ont les prix en tête, à peu près 380. Voilà. Et là, ça doit coûter donc 3 fois moins cher. Donc à partir de 160, 180 €, on devrait pouvoir avoir une XQD. Voilà, mais c'est significatif. Ça permet d'avoir, pour le prix d'une carte, on en a 3 quand même. Donc... La limite de la XQD, car il y en a une, sinon ce serait pas juste de faire une carte à ce prix-là, eh bien c'est qu'il n'y a pas de système salvage et il n'y a pas de support de Sony pour récupérer les contenus. Vous savez qu'en S-by-S, comme dans tous les médias Sony professionnels, vous avez un service de récupération de données. C'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Vous avez un service de récupération de données en Belgique, et donc c'est tout près. En quelques heures de transport, vous pouvez envoyer votre média là-bas. On vous le récupère le contenu gratuitement et on vous le rend. Donc ça marche pour tout ce qui est, anciennement bande, mais c'est fini. Mais tout ce qui est carte S-by-S, tout ce qui est professional disk, et tout ce qui est... non, pour les mémoires, c'est différent. Pour les mémoires AXS, c'est différent. Et pour les disques durs, exact. Je dois en avoir un quelque part. Je vous montrerai. On a aussi une gamme de disques durs pour backuper, marqués Sony, qui sont aussi considérés comme des médias. Ça veut dire qu'ils sont aussi couverts par le même système de récupération de données. Donc,
On fait ce qu'on peut, on a une obligation de mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition, mais parfois on ne peut pas toujours tout récupérer. Par contre, plutôt que de n'avoir rien du tout, vous avez déjà une ingénierie chez Sony qui est capable de mettre en œuvre un maximum d'outils pour pouvoir vous récupérer vos données gratuitement. D'où l'intérêt d'avoir des cartes professionnelles. XQD n'est pas une carte professionnelle, c'est une carte grand public, elle n'est pas couverte par ce système. Alors, pour compenser ça, on a deux fonctionnalités de la machine qui permettent, enfin une fonctionnalité de la machine pardon, qui permet de éventuellement corriger le tir. C'est le parallel recording. Le parallel recording vous permet d'enregistrer sur 2 cartes en parallèle. Et dans ce parallel recording, vous avez encore un mode supplémentaire qui vous permet d'avoir une continuité d'enregistrement sur la carte A et une discontinuité d'enregistrement sur la carte B déclenchée par le rec Start Rec Stop. Donc en combinant tous ces modes, vous devez pouvoir faire face aux aléas, soit de qualité de carte, soit de formatage, soit de ce qui peut arriver sur une carte à mémoire, qui peut un jour décider de vous lâcher. Voilà un petit ordre d'idée de ce qu'on peut enregistrer. Donc en XAVC intra, en QFHD 50p, on a 17 minutes d'enregistrement sur une... combien 64, oui, pardon. 64. En HD 50p, on a 46 minutes. Et en Longop, alors oui, ça je ne l'ai pas dit aussi, mais on a une famille de codecs Longop aussi, qui permet donc de coder sur plusieurs images. L'intra, c'est une image. Longop, c'est plusieurs images. Et donc, en Longop, on arrive à des durées comparables à ce qu'on faisait en MPEG 2, même plus, puisque à compression égale, on a 2 fois plus de qualité en MPEG 4 qu'en MPEG 2. Donc, la différence, c'est que les codecs XDCAM HD422, c'est du MPEG 2, et les codecs XAVC Longop, c'est du MPEG 4. La différence entre les deux, c'est qu'à débit égal, on fait 2 fois plus de qualité en MPEG 4 qu'en MPEG 2. Même plus que 2 fois. Parce qu'on sait faire aussi du 50p qu'on ne sait pas faire en MPEG 2. Donc ça ouvre à tout un champ de production de demain. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le MPEG 4 consomme 8 fois plus de ressources au décodage et à l'encodage que le MPEG 2. Donc ça veut dire qu'il faut que la station de travail pédale 8 fois plus vite si vous voulez avoir la même fluidité. Alors ce qui est curieux, d'ailleurs, j'ai vu apparaître... T'as pas vu ça sur Catalyst ? Sur Catalyst, maintenant, tu peux choisir le type de décodage que tu veux pour donner priorité à la fluidité, priorité à la qualité, et puis un espèce de mix des deux qui est pas précis à l'image et c'est un peu plus fluide que si on ne le mettait pas et un peu moins résolu. Donc un nouveau menu apparaît maintenant dans les logiciels qui permettent de lire le XAVC, c'est qu'on peut choisir avec quelle qualité on veut visionner ces rushs. Ce qui n'existait pas avec les codecs MPEG 2 où c'était parfaitement fluide et parfaitement bien décodé. Alors probablement que ces menus vont disparaître avec les prochaines générations de computers dans les 5 prochaines années, mais comme il faut quand même vivre jusque-là, on a maintenant ces nouvelles fonctionnalités. Très complexes, mais très très efficaces. Ça, c'est l'ensemble de tous les codecs et de toutes les fréquences que la caméra FS7 est capable d'enregistrer. Bon, juste en résumé, on a du ProRes avec l'accessoire, on a du MPEG 2 qui est le tronc commun, on a du XAVC long, on a du XAVC intra et on a aussi du RAW. Mais regardez, le RAW, il sera sur 12 bits. Ça, c'est aussi une différence entre la FS7 et la F5 F55. F5 F55 produit du RAW sur 16 bits linéaires, c'est-à-dire que vous avez une précision complètement linéaire sur 16 bits qui vous donne une gamme de rattrapage en étalonnage fantastique, alors que FS7 donnera un enregistrement RAW sur 12 bits. La différence c'est 4 bits, ce qui fait combien 4 bits, ça fait 16 fois moins de précision de combinaison, de précision dynamique. Voilà. Il faudra en tenir compte si vous devez faire des tournages mixtes avec plusieurs caméras en RAW, il faudra en tenir compte après dans la post-prod. Dans ces cas-là, il n'y a qu'à tout faire en XAVC, on n'aura pas le problème. Oui, parce que par ailleurs, dans la caméra elle-même, le décodeur, l'algorithme de démosaïque, lui, fonctionne bien sur 16 bits. Donc la partie conversion capteur-signal, il sera bien effectué sur 16 bits comme une F5. C'est juste l'enregistrement RAW qui sera différent pour des questions de débit. Voilà. Alors, si on regarde sur toutes les vues la caméra, je vous laisserai le soin de faire le tour et de me poser toutes les questions. Mais on retrouve un certain nombre
de boutons assez communs et assez faciles à identifier. Les petites choses nouvelles par rapport à des caméscopes précédents, c'est une molette par exemple spécialement dédiée pour l'iris, parce que forcément la monture E et les optiques photo qui ont des iris motorisés internes nécessitent qu'on vienne les commander de façon spécifique. Donc on peut les mettre manuel, automatique, il y a tous les modes possibles. Et donc on a rajouté ce genre d'actionneur qui n'existait pas avant. Design arrondi, on l'a dit. Et puis le système de double enregistrement XQD. Ce sont des batteries BPL-U, donc de la série des EX, dont il existe deux types, hein, le modèle très compact 60 et le modèle 90 beaucoup plus long, mais qui ne sort à peine du châssis de la caméra. Hein. Vous mettez le module long, il sort de 1 cm à peu près de la caméra. Voilà, on fera le tour. Un port USB pour mettre un dongle Wi-Fi. On peut aussi avoir accès au menu de la caméra à distance. On peut déclencher un enregistrement, on peut changer un paramètre menu à distance grâce à son smartphone. Ça, c'est aussi possible. Ah oui, j'ai oublié les audios dans l'axe de la caméra. Très pratique. On les a plus latéralement, mais on les a bien dans l'axe de la caméra. Et l'écouteur aussi dans l'axe de la caméra. Le viewfinder, j'en ai déjà parlé, oui. Non. On ne peut pas mettre le viseur de la F5, F55 sur la F7, ça ne fonctionne pas. Il y aura une option de viseur, il y aura une option de vrai viseur sans la loupe, là. C'est-à-dire avec un... viseur d'épaule, puisque la caméra fait de l'épaule. Bah, c'est ça le viseur d'épaule. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans le produit, il n'est pas prévu un accessoire supplémentaire. Dans la F5, F55, on avait le choix entre deux technologies de viseur, le OLED et le LCD. Donc là, il n'y a pas. C'est une offre unique avec un viseur unique. Maintenant, si on veut adapter un autre viseur avec la sortie HDMI, par exemple, qui sort en 4K, hein, ou une sortie SDI, on peut le faire, mais ce sont des tiges de 15, donc il y a toujours moyen d'accessoiriser un viseur d'une autre marque qui serait compatible HDMI, par exemple, ou qui serait compatible SDI. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le viseur prévu par le constructeur Sony, c'est celui-ci, et il n'y a pas d'alternative, c'est un seul viseur. Rien que pour rebondir là-dessus, le viseur de la F5 OLED, c'est presque le prix de la caméra body toute seule. Hein. Donc voilà quoi, à un moment donné, on est dans l'équation infernale. Il faut livrer quelque chose qu'on puisse nous acheter. Au niveau résolution, par rapport à une FS700, est-ce qu'il y a une amélioration ? Je pense que oui, puisque nous avons changé de catégorie de viseur déjà sur la catégorie précédente de produits. Et donc, par répercussion, ça doit être un 960 points horizontal par 720. Ouais. Voilà l'adaptateur XDCA FS7. Un jour, je vais me rappeler de sa référence. Voilà, donc dont le principe est de se connecter directement par un connecteur multibroche sur le dessus de la caméra qui se visse. Et donc, on repropose la monture V pour les batteries. Donc, ça auto-alimente le caméscope avec des montures V. Donc, on retrouve une ergonomie de caméscope d'épaule type caméscope 700, 800, enfin quelque chose de plus broadcast. Avec évidemment beaucoup plus d'autonomie, parce que déjà avec les BPL 60, on a dit qu'on avait 4 heures. Si vous mettez une BPL 95, par exemple, vous allez récupérer encore 2 ou 3 heures de plus. 2 heures de plus. Oui, alors c'est ça. C'est que, voilà, c'est que comme on va peut-être faire du RAW, ça va peut-être consommer un peu plus. On a une sortie RAW ici sur BNC qui permet donc d'attaquer le système compatible avec la FS700, ce qu'on avait déjà lancé pour la FS700. Et donc du coup, ça va peut-être consommer un peu plus et donc la batterie va nous être bien utile. On a aussi l'alimentation DC 4 points, le XLR4, avec le Genlock In, une référence out, un TC in, en fait tous les éléments qui permettent de transformer cette caméra en multicam plateau. Par exemple, si vous devez faire un plateau, vous pouvez très très simplement organiser un plateau bicaméra, tricaméra, en genlockant, en mettant le même time-code pour tout le monde et ne pas avoir tous les problématiques ensuite derrière de clap pour synchroniser l'audio, etc. Évidemment, l'audio est accessible sur chacune des caméras. On peut adapter des récepteurs HF aussi. Et donc, on a tout l'éventail d'accessoirisation pour avoir une captation multicaméra grâce à cet accessoire. Non. Non.
Là, il n'y a pas le système de remote type configuration plateau qu'on peut retrouver dans une F5 ou une F55 par exemple. C'est une des différences. Donc on pourra faire du multicam, on ne pourra pas forcément faire un système live comme on peut le faire avec des F5 F55. Dans une même logique, il y a des alimentations à l'extérieur qui veulent pour mettre une accessorisation. Il y a un site où on fait toutes les Oui. avec l'adaptateur ou sans l'adaptateur? Avec l'adaptateur Uniquement. Sur la caméra elle-même, il n'y a pas. Sur la caméra, il n'y a pas de PCI, PCA. Sur la caméra elle-même, non. Combien coûte l'adaptateur du coup? Alors, on avait dit 1006, 1008, qui dit mieux? Non, c'est moins de 2000 euros. Par palette de 15, c'est moins. Non, j'ai pas le prix exact, mais c'est moins de 2000 euros, l'adaptateur. 1008, allez, c'est le dernier prix. Il faut s'adresser à nos hôtes. Il faut s'adresser à nos hôtes. Mais tout ça, c'est une question de quantité. Hein. Par palette de 12, après, il y a des ouais, voilà. Faites une association, vous regroupez, vous passez une commande de 28, et puis c'est bon. Hein. Je sais pas, moi je suis pas dans le commerce, donc vous avez ici tous les interlocuteurs commerciaux que vous voudrez. Donc voilà, avant-vente, hein, on fait de l'avant-vente. Déjà, si on vous a convaincu, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit là-dessus? J'ai dit les entrées et les sorties, je vous laisserai regarder. Ce PowerPoint sera accessible. Voilà la vue avec l'adaptateur monté. Donc le deuxième avantage de cet adaptateur, c'est qu'il recule un petit peu la batterie et donc il vous rééquilibre la caméra à l'épaule. Ce qui va permettre de mettre des optiques un petit peu plus costauds, par exemple avec un adaptateur EPL pour monter des optiques un petit peu plus PL, un petit peu plus volumineuses. Il est disponible cet adaptateur? Novembre. Donc décembre. Ah, c'est encore. J'essaye toujours de vouloir livrer plus tôt, mais bon, en décembre. L'adaptateur, il a l'air tellement bien. Est-ce que vous n'allez pas faire un adaptateur que vous n'avez pas dans votre cerveau, qui est juste une boîte qui est sortie et qui. Celui-ci, il fait adaptateur RAW, il fait l'encodage ProRes et il fait les entrées, sorties, timecode et voilà. Oui. Ah non, l'enregistreur RAW est séparé. On va voir après dans une autre diapo. Ouais. Non, il ne fait que la sortie BNC qui va attaquer le bloc d'enregistrement RAW. Est-ce que le fait de dire ça rééquilibre un peu la caméra, est-ce qu'il n'y a pas une critique en gros du fait de dire que la caméra est déséquilibrée? Absolument pas, parce que c'est une monture E. Donc la plupart des optiques que l'on va mettre devant, si on respecte la logique du caméscope, de la caméra, on a une monture E. On a des optiques qui sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus légères. On a une position à l'épaule qui est reculée avec une poignée justement pour pallier le fait que les optiques étant très compactes, il n'y a pas de poignée possible qu'on peut attraper comme ça. Donc on va être dans une position de confort avec cette poignée télescopique. Maintenant, ça c'est la position ultra légère, ultra compacte. Mais on sait très bien que d'aucuns essaieront d'adapter des optiques, par exemple ce genre de choses, ou des optiques en monture PL. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes tailles, dans les mêmes poids d'optiques. Donc, grâce à cette association, ça va permettre de bien réadapter et donc d'être beaucoup plus libre de mettre les optiques que vous voulez devant. Mais même en monture E, il y a des téléobjectifs qui peuvent peser un petit peu. Hein. Si on met un adaptateur EF, et qu'on met certaines optiques Canon, on peut avoir des engins relativement volumineux devant. Par exemple. Voilà. Donc, oui, c'est aussi... Voilà. Alors, a priori, il semblerait raisonnable dans ce cas-là de mettre une semelle pour avoir des tiges et pouvoir tenir un petit peu ce qui se passe devant. Donc à ce moment-là, évidemment, on va changer un petit peu l'ergonomie du caméscope, mais avec une semelle, ça sera que d'autant plus confortable. Ce qui est possible, puisque la petite semelle prévue d'origine, elle est juste elle effleure complètement la partie fixation, et donc du coup, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Vous pouvez mettre une semelle en plus sans aucun inconvénient. Il n'y a pas besoin de démonter ou de remonter. Le monture EPL sera l'adaptateur Sony. Il y a un adaptateur Sony. Non. Ah non, EPL, non, c'est EEF, pardon. Metabone. Avec commande aussi, qui existe, mais en passant par des astuces, en mettant généralement 2 adaptateurs chez d'autres personnes comme MDF. Chez Metabone, ils vont sortir
le monture eux font tout PL direct. Ce sera qu'une adaptation mécanique, il n'y aura pas de. Normalement, il y a de l'électronique. Non, On ne verra pas de verra pas. gaffe. De toute façon, il n'y a pas de PL. Non, on ne perdra pas la luminosité du gap. Ah non, il n'y a pas de lentille. Pas de lentille, on est d'accord. C'est mécanique. Je demande. Non, il n'y a pas besoin d'adapter le facteur de force. Ça, c'est la speed booster. C'est un autre produit. C'est un produit qui permet de récupérer le champ de médium, il a 4.6, et de concentrer tout sur le capteur 45. Et tu gagnes bien au passage et un petit peu d'aberration. What else? Quoi d'autre? 4 filtres, enfin 3 en fait, puisque le clear c'est pas un filtre. Donc 4 filtres, un quart, un 16e, un 164e. Les fameuses courbes gamma standard et hyper gamma que vous avez l'habitude de trouver dans toutes nos gammes de caméscopes depuis maintenant de nombreuses années, on va les retrouver. Alors dans hyper des gamma, maintenant il y a 8 courbes disponibles. Et là-dedans, il y a un large choix pour trouver celle qui va être très très proche du rendu final que vous voulez avoir. C'est aussi un très très bon moyen de gagner du temps en post-production, les hyper gamma. Ça fait des très très jolis rendus de courbe. Vous perdez pas la main sur les réglages de gamma, sur les réglages de black stretch, etc. Vous avez une possibilité de retravailler un petit peu votre signal autour des hyper gamma. Et donc du coup, vous avez quand même pas mal de marge de manœuvre pour faire votre image sur le terrain et gagner énormément en post-production et avoir toujours le meilleur rapport signal sur bruit. Le quick and slow, jusqu'à 180 images par seconde en XAVC HD. Les moniteurs LUT, pour pouvoir quand même travailler avec une courbe, par exemple, comme la courbe S-Log 3, qui est aussi en standard sur cette caméra. La S-Log 2 viendra un peu plus tard, avec une mise à jour soft. On a décidé de mettre la S-Log 3 d'abord. Voilà. C'était le choix, enfin, c'était un des choix du plus large public que nous avons interviewé. Donc, ils ont préféré avoir le S-Gamut 3, S-Log 3 et le Ciné Gamut 3 aussi. Bon. Le S-Log 2 arrive. Hein? Donc, pour moi, j'aurais préféré le S-Log 2, mais on ne m'a pas demandé. On a demandé aux opérateurs. Ils ont préféré ça. Les moniteurs LUT, bon, ça, c'est le sujet que Forest traitera dans quelques minutes. Cache recording, pas mal, cache recording, ça vous permet de faire de l'animalier ou de faire de l'affût. Hein, vous déclenchez, vous avez quelques secondes avant le déclenchement d'enregistrement pour pouvoir ne jamais rater votre démarrage de scène. Alors la durée, ça doit aller de 4, c'est 4 ou 2, 8 ou 2 secondes, ça dépend du framerate. Si on est en 4K, donc en ultra haute définition, en 50p, ce sera 2 secondes. Et quand on va aller en HD, on ira jusqu'à 8 secondes, parce que ça suit la loi des débits. La possibilité de faire du wireless avec un outil qui s'appelle le CBK pour remonter des fichiers sur le cloud et pouvoir commencer à visionner à distance les plans tournés. Tout ce qui est métabone coin, body. Voilà, un poids de 2,7 kg et 24 watts de consommation. C'est ça qui lui donne sa très très grande autonomie. Et ça, c'est le point fort du produit aussi. Une large gamme d'optiques issues des appareils photo. Voilà. Un format qui n'est pas un format atypique, qui est un format standard. Hein. Dans le monde de la production, il y a les formats cinéma et puis les formats un peu appareils photo un peu atypiques. Et puis il y a les standards de production qu'on l'on retrouve autour du Super 35. Donc nous on a choisi chez Sony d'être harmonieux autour de cette taille de capteur sur la gamme F5, F55, même la F65 d'ailleurs c'est du Super 35 et donc la FS7 rentre dans la même famille des capteurs Super 35. Ce qui nous donne un potentiel rien que chez Sony de 56 optiques montables sur cette caméra. Donc un large choix. Alors on déborde avec les métabones. Hein. Bon, ça c'est l'argumentaire, on s'en fiche. Des optiques G qui sont plutôt des zooms qui permettent d'avoir aussi l'iris commandé par la poignée, donc motorisé. Le zoom, il est commandable par la poignée aussi. Mais alors donc ceux qui sont Z là. Power zoom. Il y en a un là. L'autre n'y est pas. Ouais, l'autre n'y est pas. Voilà. Donc tout ça, c'est l'offre déjà existante.
l'adaptateur LAE A4 qui permet de faire l'adaptation des montures A vers E, non de E vers A plutôt. Et puis ce nouveau zoom qu'on a développé exprès pour cette caméra, hein, qui est un 28-135 et qui lui possédera 3 bagues indépendantes. La bague de focus qui est débrayable pour avoir un focus à butée ou un focus automatique. Donc on a la fonction focus automatique avec cette optique. On a une bague de zoom manuelle qui est motorisée aussi, mais qu'on peut aussi bouger à la main. Et on a aussi, avec des butées, et on a aussi la bague d'iris qui est télécommandable, qui est motorisée, mais qu'on peut aussi reprendre manuellement. Donc on a un vrai zoom INJ, mais en même temps avec les assistances motorisées pour pouvoir satisfaire les besoins des gens qui ont besoin d'automatisme et ceux qui préfèrent être en mode manuel pour réaliser leurs images. Donc dans l'immédiateté, on aura les automatismes, et puis quand on a le temps de faire ses plans, de se poser et de choisir sa profondeur de champ, on pourra le faire aussi. Non, pas super rapide. Alors pour pallier à ça, puisqu'en fait le gros avantage des optiques type INJ, c'est d'avoir justement cette motorisation hyper rapide. On a développé un système de magnification par 4 et par 8 dans le viseur qui à tout moment vous permet de reprendre la main pour faire un contrôle précis du focus. Donc vous avez le choix, soit 4, soit 8, soit 1, 4, 8, 1. Donc vous pouvez tourner entre les trois. Et on peut reprendre le cadrage. On peut, grâce au petit commodo de navigation, on peut aussi reprendre un peu le cadrage. Donc ça veut dire que si vous devez avoir un cadre fixe, mais vous voulez voir ce qui se passe précisément en point dans un coin de l'image, vous avez la possibilité de le faire. Alors là, il y a les deux. Sur les optiques capables de le faire, on est en 8e de stop. Sur les optiques qui n'ont que des pas fixes, ça dépend de l'optique en fait. Sur celle-ci, on pourrait être en continu. Ouais, on peut être en continu. Il y a un bouton derrière, si tu veux d'écran, tu allumes le bouton et ça te fait d'écran. Voilà. Et si tu veux être complètement lissé, tu peux. Voilà. C'est la conversion en fait. C'est pas la vraie focale. Pardon ? 28 135. F8 135. C'est un 28 135. Voilà. Ça correspond à sa focale, c'est un vrai 28 135. Les focales, ça reste toujours pareil. En 24-36. Oui, mais en 28 135, ça reste un 28 135, quelle que soit la taille du capteur. D'accord, donc c'est vraiment le résultat qu'on en attend. 135, quoi. Ouais. Si vous êtes sur un capteur type Super 35 et que vous voulez une équivalence full frame, vous multipliez par un 6 et vous avez l'équivalence. Donc c'est pas un grand angle pour cette caméra. Non. Non. C'est un débat qu'on a déjà eu avec le groupe d'avant. Tu m'étonnes. Non, mais sinon, il y en a un autre, notamment c'est le 18, c'est le capteur en arrière. Ouais. Puis là, le PZ 18. Voilà. Celui-là, vous avez le 18 105, qui est un CAN, qui est pareil, un zoom motorisé. Mais il n'a pas 3 bagues. Et c'est pas la même chose. Donc la bague d'iris, elle est interne, il n'y a pas de bague d'iris. On doit forcément le commander par la motorisation. En termes de qualité optique, c'est la même gamme. Il faut laisser parler les artistes là. Ça doit être à peu près les mêmes qualités de lentilles. Après, celui-là, c'est pas. Là, c'est un peu grosso modo ce que nous présente avec le 28-135, une nouvelle gamme qui arrive chez Sony. Donc, on peut quand même imaginer qu'ils vont la décliner quand même éventuellement à l'avenir. J'ai pas d'infos là-dessus. Je peux pas vous dire. Vous savez, on peut toujours pas le savoir. Non, ça, non. Ils le disent toujours pas. Non, C'est léger, on toujours pas. n'a jamais su. C'est Zeiss, non? En tout cas, c'est pas signé. Et Diaph, nominal, On a des affinités avec Fujinon et Zeiss. Ouais, c'est Zeiss. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. Bon, juste dernière diapo avant de laisser la parole à Forest. En RAW recording, on propose deux types de workflow. Le workflow Sony qui est basé sur le couple HXR IF R5. Jamais je peux dire ce truc-là par cœur. Plus AXS R5, c'est un couple. Donc c'est un adaptateur plus l'enregistreur qu'on met sur F5 F55. Mais bien évidemment, il faut l'adaptateur pour pouvoir avoir la sortie RAW sur BNC. C'est obligatoire. Ça tire sur le fil, c'est ça ?
Non, parce que ça, c'est pas attaché à ça. Il y a un fil entre les deux. Hein. Ah oui, attention. Là, il y a une poignée et voilà. Ça, il faut le mettre dans le sac à dos si tu veux que ce soit mobile. Hein. On peut mettre jusqu'à 300 mètres de câble. Hein, donc voilà, on peut aussi se mettre un peu. Ah oui, 300 c'est du très très bon câble. Hein. Ou alors faut être en descente. Faut être en descente pour que les électrons. En descente 300 mètres, sinon. Bon, 150 mètres de câble. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a du débit là-dedans. Faut faire attention à la longueur des câbles. Et donc on utilisera ensuite les mêmes médias. Alors là maintenant c'est des cartes au format S/S mais qui s'appellent toujours AXS avec un adaptateur. Mais c'est fourni. Donc en fait, non c'est fourni. Tout possesseur reçoit tu sais ça. En fait on a changé le format des cartes AXS en cours de route. Notre fournisseur nous a fait défaut, donc on a changé de fournisseur et le nouveau fournisseur on lui a demandé de nous faire des formats S/S pour standardiser le format S/S. Du coup on a fait aussi des adaptateurs pour être compatibles avec les enregistreurs RAW AXS-R5 et normalement tout possesseur d'enregistreur RAW doit demander à son fournisseur un adaptateur que nous fournissons gratuitement ou que nous fournissions. Je ne sais pas s'il y a une date limite. J'espère qu'on le fournit toujours. Voilà. Et évidemment, les nouvelles cartes sont fournies automatiquement avec un adaptateur. Donc normalement, il n'y a pas de discontinuité de fonctionnement, il n'y a pas d'incompatibilité. La deuxième possibilité, donc ça c'est un premier processus pour faire de l'enregistrement RAW à partir de cette caméra. Le deuxième processus, c'est d'utiliser un système convergent design qui s'appelle Odyssey. Il y en a même un troisième, tu disais. Voilà. Shogun. Voilà. Voilà, qui permet aussi d'enregistrer des fichiers RAW. Simplement, la différence, c'est que le RAW va être enregistré sur 2 cartes et va être enregistré sur plusieurs fichiers. Donc les audios, les vidéos, tous les métadonnées, tout ça va être enregistré sur des fichiers séparés. Ça veut dire qu'en termes de gestion de médias, dans cette solution-là, il va falloir gérer le fait qu'on va avoir un ensemble de fichiers à backuper, à faire suivre, etc., de façon bien sécure. Et en plus, ça enregistre sur de la carte SSD qui est propriétaire et qui coûte un petit peu quelque chose. Donc l'économie que vous faites ici, vous ne la retrouvez pas forcément là. Chez Sony, effectivement, tout ça coûte un peu, puisque vous avez un investissement de... on avait dit combien? On avait dit 7 000 € ici. Ouais, ça doit... Là, il faut l'adaptateur, plus il faut cette... Oui, de toute façon, il faut l'adaptateur. Ensuite, il faut cet adaptateur-là, plus l'Euro Recorder. Oui. Donc, on est 7000, c'était pas... Ouais, voilà. Donc... Plus le média, oui, j'oubliais le média. Le média aussi, lui, est à aussi presque 1000 €. Et cette ville, ça comprend l'adaptateur ou c'est juste ça qui a... Non. Non, il faut rajouter toujours dans les 2 cas, de toute façon, le XDCA. Ça, on n'y coupe pas. Pour avoir la sortie RAW en projet SDI. Voilà. Ça, il faut. Et ensuite, la différence entre ça, c'est que cette solution peut paraître un peu plus chère au départ. En revanche, si on génère beaucoup de médias, il est beaucoup plus facile à gérer puisque notre système MXF OP1A encapsule l'ensemble des fichiers dans un seul container. Et en plus, notre système de compression RAW, très efficace, permet de diviser par 2 ou 3 le volume image. 2, tu disais. 2, oui, donc j'étais pas loin. Donc, disons que l'intérêt de l'Odyssée, c'est que vous pouvez envisager de le monter sur la caméra. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, effectivement. Il y a un service monitoring offert ici, alors que là... c'est en sus. Non. Non. Le projet, c'est de réutiliser l'existant qu'on avait développé pour la... C'est pas un projet, hein, c'est ce qu'on a prévu, c'est de développer ce qu'on avait fait à la fois pour la F5 en termes de recorder et ce qu'on avait fait pour la FS700, l'adaptateur, voilà, pour l'Euro. Bah oui, mais le but, c'est d'avoir un objet, comme je l'avais dit au départ, très léger, très compact, qui ne consomme pas beaucoup. Vous avez 2 adaptateurs entre la caméra et l'enregistrement. Oui, pour avoir la modularité. Pour avoir la modularité sans. On n'a même pas réellement d'adaptateur, parce que ça, c'est juste la XR IFR5. C'est ce qui permet de rendre autonome un AXS-R5. Mais c'est même pas fait réellement quand ça s'adapte sur la caméra, en fait. C'est un adaptateur d'AXS-R5. La XR IFR5 peut le rendre autonome, sinon... Évidemment, sur les solutions F5 et F55, on n'a pas besoin de ça parce que ça se branche directement. Oui,
c'est bien, il faut bien que c'est... Au final, si tu veux faire du RAW, Alors, oui, alors honnêtement, c'est une possibilité que nous offrons avec cette caméra parce qu'on sait qu'il y aura des gens qui auront des workflows basés sur du RAW. Donc, on ne va pas les spolier en disant non, on ne le fait pas sur cette caméra et ce sera du XAVC, etc. On sait très bien aujourd'hui que le XAVC, dans les workflows de post-prod, il n'est pas encore évident pour tout le monde parce qu'il y a encore des gens qui travaillent en Final Cut Pro 7, il y a encore des gens qui travaillent un petit peu en offline et puis ensuite qui consolident. Donc ça existe encore. Donc on offre cette possibilité. Mais franchement, la caméra, elle est faite pour maintenant et le futur autour des codecs XAVC pour la plus haute qualité et MPEG 2 pour la qualité broadcast actuelle. C'est une offre de caméscope d'épaule, tournage autonome très léger et très souple sur le terrain. C'est ça l'offre principale.